Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, le voyage, vous savez comment on le défend dans cette émission et combien on l'aime. Et nul besoin forcément de partir à l'autre bout du monde, on est d'accord, pour en apprécier tous les bienfaits. Je ne sais plus qui a dit, le voyage commence au moment même où l'on se montre tout simplement curieux. Je crois que c'est peut-être moi. Et je rajouterais, le voyage, c'est d'abord une escapade au sens premier et espagnol du terme, una escapada. Une échappée joyeuse de son quotidien, celle où l'on va briser la routine de son cadre de vie habituel, où sans s'en rendre compte, on s'ennuie quand même un petit peu à petit feu. Et c'est là, quand on rentre en contact avec un autre décor, que tout commence. Surtout quand on emprunte des chemins de traverse. Dans cette émission, donc, nos trois invités sont des défenseurs de ce voyage du pas de côté, hors des sentiers battus et rebattus, à l'opposé d'une certaine forme de tourisme à la mode. Sous forme de guide, de blog ou à la télé, tous défendent plutôt cette nouvelle approche du voyage, faite de vagabondage, d'escapades, de rencontres fortuites, d'expériences inoubliables, d'immersion en pleine nature ou pleine urbanité. Celle où l'on pousse les portes secrètes d'une ville, où l'on rencontre ses habitants, où l'on expérimente une activité, goûte un plat, des saveurs, on écoute la petite musique d'un paysage, ou l'étonnement devant la majesté d'un lieu ou de son esprit qui nous capte l'âme. Bref, comme nos trois invités vont partager avec vous leur expérience de ce voyage autrement, émotionnel et authentique, sachez que vous n'êtes pas à l'abri de faire soudainement une valise ou un sac pour un week-end en France ou ailleurs. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour parler de cette dimension du voyage qui est plus authentique, peut-être plus émotionnelle, moins commerçante, on va accueillir Linda Laurin qui est présentatrice d'Invitation au voyage sur Arte, émission quotidienne que vous ne manquez pas tous les jours sur le voyage depuis 7 ans. C'est à quelle heure, Linda ? Alors, il y a beaucoup de diffusions. C'est à partir de 17h35 pour la première diff, suivie d'une autre diffusion, et c'est rediffusé le lendemain matin, lors du petit-déj. Et si vous habitez en Allemagne, c'est à 13h, à l'heure du déj. Donc, on te voit le matin en se levant. On me voit tout le temps. J'espère que les gens n'ont pas marre. Voilà ça. Donc, Linda, bonjour. Bonjour à tous. Solène Duclos est également avec nous. Elle est journaliste et rédactrice spécialisée dans le voyage insolite, auteure du livre 200 escapades et activités insolites à faire en famille aux éditions Larousse, et blogueuse. Son blog s'appelle solcito.fr. Bonjour Solène. Bonjour. Et vous êtes maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui risquerait peut-être de faire une interruption dans l'émission, mais ça c'est formidable. Alors, normalement, là, il est censé dormir. Ah, il dort. Si tout va bien, vous ne l'entendrez pas. Ok. Et avec nous, Thomas Jonglaise, qui est éditeur de voyage et qui a une histoire très particulière. On va commencer avec vous, Thomas, parce que vous allez nous raconter comment vous étiez dans la sidérurgie et un jour, un voyage en Sibérie, vous avez un déclic et vous avez dit « je quitte tout et je deviens éditeur de guide de voyage ». Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas Jonglaise ? Oui, en effet, j'ai passé, avant de monter ma maison d'édition, j'ai passé 7 ans dans la sidérurgie, ce qui n'a donc absolument rien à voir. Mais avant ces 7 ans, j'avais quand même écrit un guide sur les secrets de Paris avec un ami. Et donc, bref, au bout de 4-5 ans de sidérurgie, je pars en voyage en Sibérie, au lac Baïkal, et on va faire un trek aux sources de la Lena, qui est un grand fleuve de Sibérie. Et là, on campe en pleine nature, sans tente d'ailleurs, sac de couchage. J'étais un peu inquiet qu'il pleuve, mais ça s'est bien passé. Et bref, je pense que la nature et le grand espace m'a inspiré. Et le soir, le premier soir d'ailleurs, en me mettant dans mon sac de couchage, tout d'un coup, j'ai une sorte d'inspiration. Comme si j'entendais une voix qui me dit, mais en fait, la sidérurgie, tout ça, ton job là, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Rappelle-toi ta passion, rappelle-toi le bonheur que tu as eu à écrire ce guide sur Paris. Mais si tu te limites à être auteur, ça va être compliqué d'en vivre. Deviens éditeur. Et donc je rentre, à l'époque j'habitais Bruxelles. Je rentre à Bruxelles et je me dis mais bien sûr, bien sûr que c'est ça. Et donc je commence à prendre des contacts. Je me décide à écrire moi-même le premier guide sur Bruxelles, donc Bruxelles insolite et secret, qui existe toujours. Là on doit être à la 7e édition, et qui devient un best-seller local en Belgique. Mais j'étais encore salarié de ma boîte de la boîte de sidérurgie. D'accord. Donc vous avez fini par quitter tout ça. Et aujourd'hui, votre collection, il y a combien de guides insolites et secrets ? Alors dans cette collection-là, on a à peu près 70 titres. 70 titres sur des guides. On va y revenir parce que vous avez une particularité, c'est que vous les faites rédiger par des gens qui habitent sur place, qui sont des locaux, donc qui ont la culture de l'endroit et qui ont. C'est pas des gens qui vont vous vendre du faux rêve. C'est vraiment des gens qui sont dans l'authenticité. Ouais. Ça c'est vachement bien. Effectivement, chaque auteur habite sur place, est né sur place la plupart du temps. Ce qui veut aussi dire qu'un guide sur New York, il est écrit en anglais, qu'un guide sur Rio,
il est écrit en portugais, qu'un guide sur Berlin, il est écrit en allemand, etc., etc. D'accord. Ce qui m'a motivé, moi, pour habiter un peu à droite, à gauche dans le monde et apprendre toutes ces langues. Très bien. Voilà. Linda Laurin, présentatrice d'invitation au voyage sur Arte, qu'on voit tout le temps, tous les jours, en permanence, en boucle sur cette chaîne. D'abord, je vous félicite parce que moi, je tombe souvent sur votre émission et je trouve que les sujets, pour en avoir fait beaucoup moi-même, sont toujours anglais, comme on dit dans notre métier, de façon toujours un peu originale, insolite. Le petit pas de côté à chaque fois. Oui, exactement. Alors ça tient évidemment à l'équipe, qui. Oui. Combien sont-ils? Oh là, il y a à peu près, je dirais, 160 réalisateurs. Quant à la production, c'est énorme, c'est une véritable armée mexicaine, c'est-à-dire que il y a tout un étage de la boîte de prod. Je sais pas, on doit être une centaine. Mais en même temps, c'est une quotidienne, de voyage. Voilà, c'est ça. Alors, 45 minutes d'émission. Oui, exactement. 4 sujets différents. Exactement. Lesquels? Alors, il y a des thématiques qui reviennent chaque jour, avec des pays différents. C'est ça aussi qui fait la particularité d'Invitation au voyage, c'est-à-dire que si on n'aime pas la Bolivie, on peut se rattraper avec les Landes juste après. Donc, le premier voyage, en fait, ça s'appelle Inspiration. Il s'agit d'un auteur, un artiste qui a été marqué par un lieu et il en a tiré son inspiration. Alors ça peut être par exemple, parce que récemment il y a un reportage qui m'a vraiment marqué, c'était Le Clésio, qui est un grand voyageur, et au Vanuatu il a découvert un rituel des hommes qui sautent à l'élastique, des jeunes hommes qui sautent à l'élastique pour passer à l'âge adulte. Et il en a tiré une de ses nouvelles dans le livre Raga, par exemple. Et tous les jours, comme ça, on met en avant un artiste qui a été influencé par une région, que ce soit en France ou à travers le monde. Parce que là, je vous ai cité le Vanuatu, donc très très loin de chez nous, mais ça peut être Nicolas de Staël avec Honfleur, vous voyez. Donc ça, c'est le premier reportage. Le deuxième, d'ailleurs, je dis reportage, mais nous, on aime bien dire mini-film. Ah ouais. Parce que c'est du 9 minutes, non? C'est du 14 minutes. Ouais. Et puis, c'est vrai que les images sont extrêmement léchées, donc c'est plus des mini-documentaires en réalité. Non mais quel travail formidable font les gens qui bossent là-dessus. C'est fou. Ouais. C'est honnêtement, je les loue chaque jour de pouvoir on leur regarder passe le bonjour aussi. Et on leur dit bravo les gars et les filles. Exactement. Le deuxième reportage, deuxième mini-documentaire, ça s'appelle L'Héritage. Et là, en l'occurrence, c'est un lieu qui a été métamorphosé par la main de l'homme. Pour vous donner un exemple, là aussi, les Landes. J'y étais encore il y a 8 jours. Les Landes, c'est peint à perte de vue, c'est pas du tout naturel ça. Non, bien sûr. En fait, c'est Napoléon III qui a pour assainir les marais fait planter et virer tous les bergers qui étaient à l'époque. Donc on a fait un film sur eux, sur les descendants de ces bergers qui ont terriblement souffert. D'accord. Donc ça, après il y a Papy. Papy, c'est de la nourriture. Ouais, fallait bien y passer aussi Ouais, on a cédé un petit peu à la mode là. Non, ça marche. Tout le monde parle de bouffe et on adore ça, non? C'est vrai. Pas vous? Ah j'adore. Voilà. Je regarde Papy. J'ai noté un éléphant au piment à Oman. Enfin, non, pas un dromadaire. Un dromadaire à la sauce piment. J'ai trouvé ça formidable. Il y a des trucs un peu bizarres quand même, un peu déstabilisants. Donc j'ai cherché un dromadaire, mais j'en avais pas trouvé. Voilà, c'est ça. Non, mais vous pouvez prendre autre chose. Du tofu. Voilà, par exemple. Non, Papy, ça marche bien parce que en fait, on va un petit peu comme Thomas, on va chez les gens sur place et on filme les locaux. C'est-à-dire qu'on va pas aller dans un restaurant ultra touristique, on va vraiment chez Mamie Jacqueline ou voilà. D'accord. Et le dernier reportage, c'est l'histoire inattendue. Là, c'est un lieu en général très connu et c'est le petit pas de côté, l'histoire qu'on connaît moins liée à ce lieu. Justement, Solène Duclos, journaliste, rédactrice spécialisée dans le voyage insolite, auteur de ce livre 200 escapades et activités insolites à faire en famille, édition Larousse. Vous êtes bordelaise, Solène? Oui, tout à fait, bordelaise d'adoption. D'adoption, et vous avez redécouvert une facette de Bordeaux que les gens ne connaissent pas forcément, car il y a un Bordeaux insolite et méconnu. Quoi, par exemple, avec le miroir d'eau? Qu'est-ce que vous avez découvert dernièrement? Alors le miroir d'eau, je pense que tout le monde connaît, c'est l'une des institutions bordelaises. Généralement, on y passe, on se baigne un petit peu, les enfants y jouent, etc. On fait plein de photos. Et savez-vous que l'on peut visiter les coulisses du miroir d'eau? Toute la mécanique sous le miroir d'eau, là, qui est avec tous les tuyaux. Exactement. En fait, c'est dans le cadre d'une visite guidée. Et on vous emmène voir la machinerie. En fait, c'est assez dingue. On vous donne pas mal d'anecdotes et c'est vrai que moi ça m'a complètement bluffé quoi. Et en fait au final donc il y a le miroir d'eau mais il y a aussi d'autres
on va dire, d'autres monuments incontournables de Bordeaux qu'on peut visiter aussi par le biais de ces coulisses, de ces backstage. Je pense notamment au Pont de Pierre. Donc, c'est pas tout le temps, hein, il faut vérifier régulièrement sur Internet s'il y a des journées spéciales, ou au Pont Chaban-Delmas également. Voilà. Et vous qui êtes une journaliste spécialiste du voyage et que je vous ai sous la main, est-ce que vous pensez que le Covid a accentué la soif de voyage insolite, en tout cas que le voyage différent est devenu un peu plus prégnant? Oui, je pense en fait que les gens sont restés trop chez eux et qu'il y a ce qu'on appelle, il y a une expression anglaise qui tourne, le revenge travel, une expression anglaise, un anglicisme, hein, comme il y en a beaucoup, qui en fait reprend en fait cette soif de voyager que les gens ont, qui a été décuplée en fait après ces moult confinements. Donc oui, je pense que ça a un peu bouleversé on va dire, enfin les habitudes des touristes qui aujourd'hui ont vraiment soif de faire de plus en plus de découvertes, de bouger et de rattraper le temps perdu. Et l'original, l'authenticité, le voyage insolite, le voyage autrement, c'est vraiment une tendance en ce moment qui s'affine de plus en plus. Thomas Janglet, vous êtes d'accord? Quels sont les 3 grands guides qui cartonnent chez vous? Paris, évidemment. Les grandes destinations, il y a évidemment Paris. Grand classique Londres, finalement, aussi pour les londoniens, parce que nos guides sont destinés, les guides insolites et secrets, sont destinés principalement aux habitants et aux voyageurs curieux. Donc, un guide comme Secret London en anglais, qui est notre Londres insolite et secret dans la version anglaise, par exemple, est un best-seller depuis le début, depuis quasiment 15 ans. On le met à jour tout le temps, hein, donc, tous les 2 ans. Voilà. Donc, je dirais les grands classiques Londres, Paris, New York, Venise. Voilà. Ça, dans les grandes villes. Dans les grandes villes, oui. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de voyages insolites, authentiques, émotionnels, vibrants avec vous, nos 3 invités. À tout de suite dans La France à découvrir. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes avec Thomas Janglet, éditeur de voyage, passionné de voyages un peu différents, autrement le voyage du pas de côté, le voyage insolite avec une série de guides insolites et secrets. Thomas Janglet est avec nous, Solène Duclos également. Elle vient d'écrire un livre, 200 escapades et activités insolites à faire en famille, édition Larousse. Elle est également blogueuse. Et puis bien sûr, elle teste elle-même les endroits dont elle parle dans ses bouquins en famille, avec son époux et son enfant. Hein. On peut en faire avec un enfant bas âge. Il y a des choses qu'on peut faire avec un enfant bas âge. Bien sûr. Vous nous direz quoi? Vous nous donnerez des conseils dans cette émission. Oui, bien sûr. Et puis Linda Laurin, elle a lancé 5904 sujets à la télévision française depuis 7 ans. Hein. Exactement. Depuis le 13 mars 2017. 5904 sujets sur le voyage dans une émission de 45 minutes qui s'appelle Invitation au voyage, découpée avec 4 sujets différents. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de messages cet été qui me disent « Ah, quand les inédits ?» Parce que évidemment il y a des rediffusions comme toutes les émissions de télé l'été. Donc la 1476e sera diffusée le 2 septembre prochain. Et ce sera quoi le thème ? Je m'en souviens plus du tout parce que en fait je vous mets un petit peu dans la tambouille des émissions. Vous êtes là pour ça, pour nous faire découvrir les coulisses de l'émission. Alors on enregistre 3 mois à l'avance. Où ça? Dans Paris? Dans Paris, exactement. Dans un appart? Ouais, privé, exactement. Chez des gens qui s'en vont quand on vient. Et oui, parce que je voyage pas. Un jour, je me suis fait gronder par un téléspectateur qui m'a dit mais c'est une honte, vous êtes toujours en vadrouille alors que vous avez 2 enfants. Ah oui. Et non, malheureusement, voilà. Je n'ai pas compris. Mais donc c'est 3 mois à l'avance parce qu'il faut des traductions. Enfin bref, c'est une grosse machinerie, quoi. Est-ce que vous vous souvenez du premier sujet que vous avez lancé? Oui. Lequel? C'était sur Frida Kahlo au Mexique. Ah ouais. Vous voyez, je me souviens pas de ce qui va passer là. Non. Mais le tout premier, c'était Frida Kahlo. Et Frida Kahlo au Mexique. Ouais. Avec une visite du Mexique un peu différente aussi. Exactement, tout ce qui l'a inspiré, évidemment. Thomas Janglet, vous êtes aussi un grand voyageur. Vous avez visité plus de 125 pays. Là, maintenant, qu'est-ce que vous nous diriez sur les 125 pays que vous avez visités, celui qui vous reste gravé en mémoire, ou l'expérience qui vous reste gravée en mémoire? Est-ce que votre truc à vous, c'est d'aller parler aux gens aussi? Parce que c'est un peu ça le secret du voyage réussi, c'est d'aller au-devant et au contact des gens. Solène pourra nous le dire tout à l'heure, mais il faut aller parler aux gens. C'est amusant que vous me parliez de ça, parce que là, cet été, j'avais mon fils qui avait un ami à la maison, on était en Provence, et je les ai baladés un petit peu dans la région, et mon fils et son ami me disaient « Mais papa, tu parles à tout le monde, c'est quand même bizarre. » Oui, c'est quand même saoulant, papa. Tu peux arrêter, s'il te plaît. J'adore parler aux gens. Donc, je vais parler aux gens dans les boutiques, dans la rue, voilà, effectivement.
Sur le fait de parler aux gens, il y a un truc intéressant, je pense, sur le voyage, qui correspond à ce que vous disiez au tout début. Mm-hmm. Il y a un truc que j'avais compris un jour, c'est pourquoi j'aime voyager. Et en fait, ça, j'ai compris ça un jour où j'étais au Brésil, il y a une vingtaine d'années. C'est qu'en fait, quand on est en voyage, tout est nouveau, a priori. Mm-hmm. Sauf si on est semaine, hein, mais c'est pas l'idée. Tout est nouveau, donc on est en fait attentif. On est présent à ce qui se passe et on est attentif. Et donc le concept de nos guides insolite et secrets, c'est exactement ça. C'est développer cette curiosité, cette attention et cette présence quand on est en voyage, mais la garder chez soi quand on revient. Et donc un autre guide comme Paris Méconnu, par exemple, c'est ce que je dis dans l'intro. Je dis, j'espère que ce guide, elle vous aidera dans votre quotidien à garder la présence, la curiosité et l'attention que vous développez en voyage, mais à la garder chez vous quand vous êtes revenu au bureau, quand vous allez chez votre bureau, à la limite, vous prenez le métro tous les jours le même. Mais non. Un jour, vous prenez la station d'après et vous marchez 5 minutes. Un jour, vous prenez la station d'avant, vous marchez 5 minutes. Et puis, en marchant 5 minutes, on peut prendre la rue tout droit, et puis la rue de gauche, la rue de droite, etc., etc. Flâner, quoi. Laisser libre cours à l'escapade. Voilà, et il faut lever les yeux, il faut regarder autour de soi, etc. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui vont peut-être venir à Paris au septembre visiter, donnez-nous des petits conseils de visite un peu insolites et secrets du Paris que vous connaissez bien. Si on est amoureux, on va où quand on est à Paris ? Alors si on est amoureux, par exemple, on va dans un endroit qui est absolument sublime et qui est pourtant en plein Marais et qui pourtant est assez méconnu. En fait, dans les Archives nationales, si on regarde bien, il y a l'ancien musée de l'histoire de France, qui est un magnifique hôtel particulier. Il y a un petit jardin très propre comme il faut. Et en fait, quand on va au fond à droite de ce jardin, il y a une petite grille qui est ouverte, en journée, hein, pas le soir. Et là, on arrive dans cette espèce de jardin. Il y a plusieurs jardins successifs qui sont en fait l'arrière des archives de D'accord. France. Ah oui, c'est un endroit hors du temps, quoi. Hors du temps, c'est absolument sublime. Il y a très peu de monde. La plupart des Parisiens ne connaissent pas. Pourtant, on est en plein Marais. Et là, il y a 3-4 jardins successifs absolument extraordinaires. Et là, on se pose sur un banc. Comme il n'y a personne, on est tranquille, on peut s'embrasser. Et on peut se bécoter sur les bancs publics. Et donc, ça, des endroits, des jardins, vous dites, qui sont faciles d'accès en plus ? Ah bah, ouvert au public toute la journée. D'accord. C'est gratuit, il n'y a aucun problème. Alors, plus prosaïquement, Solène Duclos, est-il vrai qu'on peut prendre un spa et se baigner dans le vin à côté de Bordeaux ? Oui, tout à fait. On est moins dans le romantisme, là. Ah si, quand même. Si, ah bon, d'accord. Oui, tu peux le faire tout seul si tu préfères, mais ah non, à deux c'est mieux. À deux c'est mieux. Donc, il y a l'option vin. Il y a l'option vin, il y a l'option bière aussi. Ah bon ? Pour les amateurs. Et il est où ce spa ? Il est en plein centre de Bordeaux. D'accord. Wine and Beer Spa, il est en plein centre de Bordeaux et c'est absolument génial. Alors, ne t'attends pas à sortir, on va dire, éméché, hein, parce que donc tu as toutes les propriétés du vin, mais il n'y a pas d'alcool, par contre. D'accord. Voilà. Ça c'est bien. En revanche, tu as ton petit verre, tu as l'option avec le petit verre et la planche. Mais comment est la peau quand tu ressors d'un bain de vin ? Tout douce. Ah bon ? D'accord. Voilà, ouais, la peau est vraiment douce en fait. Il y a tout un tas de propriétés qu'explique en fait la personne qui tient les lieux quand tu y vas. Parce que moi j'étais un petit peu perplexe en fait. Je me suis dit bon, ok, le vin j'ai plus l'habitude de l'avoir dans mon verre que dans ma baignoire. Mais bon voilà, ouais, tu ressors vraiment avec la peau toute douce, c'est vraiment sympa. Et l'odeur ? Et l'odeur, oui, bonne question de Linda Laurin. L'odeur, elle est pas dans mon souvenir, ça, tu vois, ça m'a pas marqué. T'as quand même l'odeur du vin, bien sûr, mais c'est pas une odeur en fait quand tu sors, qui te fait tourner la tête. On y va déjà. À deux, donc c'est pas grave. Oui, voilà. Après, on peut manger une tartiflette, tout va bien. Ça s'auto-annule. Exactement. Avec la tartiflette. L'odeur est pas forte en fait, ça va. Et puis après, tu peux te doucher si jamais. Ouais, carrément. Si jamais tu préfères. Linda Laurin, 5904 sujets dans ses émissions pendant 7 ans. Est-ce qu'il y a encore un sujet qui peut t'épater ? Parce que tout là, le temps. Ouais, tout le temps. En réalité, je suis épatée la plupart du temps. C'est un peu ça l'idée. Hein. À chaque sujet, on est un peu dans les pattes. Exactement. Les derniers qui ont été vus là cet été, c'était quoi ? Il y en a tellement. Non mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a un flot. Si, il y avait un sujet assez étonnant parce que je connaissais pas cette région. Pourtant, du coup, je rejoins Thomas et Solène. Je suis allée comme tout le monde, comme beaucoup à Berlin. Et en fait, à une demi-heure en train de Berlin, il y a un endroit qui s'appelle la forêt de Spree. J'espère bien le prononcer. Et ça s'appelle la Venise allemande. Donc, il y a plein de canaux. Là, en l'occurrence, on a fait un sujet sur le cornichon, mais dans cet endroit. Oui, tout est logique.
parce qu'ils vont pousser plein de cornichons là-bas. Bah oui. Mais ça a l'air fabuleux cet endroit. Et c'est le petit pas de côté. C'est-à-dire que quand on va à Berlin, on va tous visiter les classiques, les incontournables. Et il faut fermer. J'entendais Julien Blangras la dernière fois, un écrivain voyageur qui a publié un super bouquin cet été qui s'appelle Bungalow. Il disait sur 28 minutes la semaine dernière, vous prenez le TripAdvisor et vous oubliez tous les incontournables. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tu vas à Berlin, évidemment tu fais ce que tu veux à Berlin, mais tu fais le petit pas de côté et à une demi-heure en train, il y a cette forêt de Spree qui a l'air absolument fabuleuse, et ça c'est dans ma to-do list, tu vois. D'accord, à faire, absolument. Ça fait partie des derniers sujets qui me viennent en tête. Mais il y en aura d'autres. Je confirme ce que dit Linda parce que j'ai habité Berlin 3 ans et on a donc publié un Berlin 30 expériences et ça fait partie du guide où il y a même en fait dans Berlin, dans le Grand Berlin, parce que le Grand Berlin est beaucoup plus grand que Paris, dans le Grand Berlin et donc effectivement à une demi-heure du centre, il y a même 2 endroits, un à l'ouest et un à l'est qui s'appellent la Petite Venise et on part soit à pied, soit en kayak et c'est un réseau de canaux fabuleux avec des petites maisons en bois, c'est extraordinaire. C'est génial. On est à 30 minutes du centre de Berlin. Thomas Jonglaise, combien de temps il vous faut ou il faut aux gens qui écrivent ces livres pour sortir un guide insolite et secret? 3 mois, 1 an, 2 ans? Non. Alors, l'insolite et secret, c'est entre 2 et 5 ans de travail. Ah oui. Ah ouais. Énorme. Donc là, c'est vraiment presque du travail d'investigation, quoi. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce que j'explique aux auteurs, je leur dis voilà, tu prends tous les guides qui existent, tu prends le Michelin, le Routard, l'Homme des planètes, tout ce qu'il y a dedans, tu élimines. D'accord. Tu fais autre chose. Tu pars du principe que tout ce qui est dans ces guides-là ne sera pas dans notre guide puisque ça doit être secret. Donc, il y a du boulot. Et alors, moi, j'ai habité Venise 7 ans. Donc, j'ai écrit le Venise insolite et secret, puis le Venise 30 expériences. Mais pour le Venise insolite et secret, j'ai mis 2 ans à me mettre à jour, apprendre l'italien, me mettre à jour de tout ce qui existait, classique. J'ai acheté tous les guides de Venise, tous les livres sur Venise. J'ai tout lu. Ça m'a pris 2 ans. Et après les 5 ans suivants, je me suis baladé dans les rues en cherchant des secrets. Et alors, quel est le secret de Venise que tu voudrais faire découvrir à nos auditeurs? Alors, par exemple, un truc en plein cœur de la ville, la basilique Saint-Marc, que tout le monde connaît. C'est pour moi la plus belle des églises du monde, et de loin. Mais c'est un cauchemar à visiter la journée. Il y a tellement de monde, c'est un enfer. Donc, ce que les gens savent pas, c'est que selon la saison, c'est à 5 ou 6 heures, c'est l'hiver ou l'été, la basilique ferme. Et une demi-heure plus tard, elle réouvre par une petite porte sur le côté gauche, au fond de la place, la petite place, au bout de la place Saint-Marc, il y a une petite place aussi, la Piazzetta. Et là, il y a une petite porte, il y a un garde, un vigile, et on peut aller rentrer dans l'église, dans la basilique, pour les vêpres. Ah, d'accord. Et ça, c'est libre d'accès, ça? Et c'est libre d'accès, c'est même gratuit, du coup. Ouais. Mais donc, faut pas avoir l'appareil photo en bandoulière, parce que là, on se fait refouler. Mais en gros, si vous arrivez, vous dites, je vais prier, si vous parlez pas italien, vous faites le petit signe comme quoi vous allez prier. Ils vous laissent entrer. Il y a en gros 5 Vénitiens de 75 ans qui sont là dans la basilique avec les 3 prêtres. Et vous avez une ambiance extraordinaire. La basilique est à vous. Tout est illuminé. Il y a les chants, il y a l'orgue, c'est extraordinaire et il y a personne. Génial. Vous avez voilà. Très bon tuyau. Merci Thomas Jonglaise. On va continuer l'émission avec dans un instant Solène Duclos qui nous expliquera comment on peut faire une soirée bière et fromage entre potes à l'issue d'une randonnée sur un terril à côté de Lens. Et ça vaut le coup d'écouter. À tout de suite mes amis. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Nos 3 invités sont là pour partager avec vous dans la France à découvrir et le monde à découvrir aussi, parce que s'il y a cette émission à 2 titres, forcément à un moment donné on est obligé de pousser un peu les frontières. Avec vous, on partage leur expérience du voyage autrement, émotionnel, authentique, différent, avec Thomas Jonglaise qui est éditeur d'une série de guides passionnants sur des destinations insolites et secrètes. Solène Duclos qui est journaliste non moins passionnante, qui a écrit 200 escapades et activités insolites à faire en famille et qui est également blogueuse voyage. Et puis Linda Laurin, présentatrice d'invitation au voyage qu'on voit trop sur Arte, mais beaucoup tous les jours. Vous êtes fou, quoi. Oh non, émission quotidienne sur le voyage depuis 7 ans, remarquable, avec une série de journalistes, de réalisateurs et une production assez formidable qui nous livre plutôt des petites pépites de tournage et de voyage et de reportage tous les jours. Il y en a 4 et donc elle a présenté, on l'a dit, plus de 5904 sujets. C'est le Michel Drucker du voyage dans le voyage. C'est incroyable. Ça fait que 7 ans, moi. Combien?
Ça fait que 7 ans finalement. En plus, mais tu te rends compte toutes les années qui te restent. C'est vrai. À mon avis, c'est parti. Il n'y a pas d'âge pour voyager et pour écouter le voyage. Pas du tout. On parlait avec Solène à l'instant des enfants. Ça peut être en effet quand on a un petit peu plus de temps qu'on est à la retraite, et puis d'emmener les petits, les faire découvrir le monde. Absolument. À Lens, Solène Duclos, où est-ce qu'on peut boire du vin, boire de la bière et manger du fromage sur un terril? Au coucher du soleil, alors, il paraît que c'est une expérience extraordinaire. Ouais, c'est une expérience très sympa. Alors, il faut prononcer Terry. Terry, pardon. Parce que sinon, histoire de pas passer pour un touriste. Oui, voilà. C'est vrai. Donc les terris, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est une sorte de montagne faite de résidus miniers. Et donc en fait, alors ils sont déjà jolis à regarder de loin. C'est super beau à prendre en photo et à regarder, observer. Mais tu peux aussi les gravir, donc c'est accessible à tout le monde. Tu peux même faire ça. J'en ai vu qui faisaient ça en tongs. Alors moi, je conseille quand même plutôt d'être en basket, mais bon, voilà, c'est pas non plus de l'escalade à faire. Tu marches tranquillement, ça monte un petit peu, voilà, tu fais ça à ton rythme. Et en fait, il y a une option que tu peux faire, tu réserves. Où en gros tu t'inscris avec qui tu veux, notamment avec tes amis, et à l'issue de l'ascension entre guillemets, tu termines par un apéro de bière et de fromage, dont le célèbre maroilles. Voilà, qui, je sais pas si vous connaissez ce fromage, il a un peu des poils aux pattes, j'ai l'habitude de dire quand il l'envoie. Mais c'est trop bon. Et puis t'es bien content après de reprendre des forces, même si la descente finalement est moins sportive. Mais bon, ouais, c'est super sympa parce que l'atmosphère, en fait, tu fais ça à la tombée de la nuit, en fait. Enfin, tu commences, il fait encore jour, et progressivement les lumières changent et c'est très joli. En fait, tu te retrouves entre chien et loup, puis dans l'obscurité. Tu peux prévoir la lampe frontale, le téléphone si tu n'en as pas. Mais bon, le but c'est quand même tu vas pas y rester jusqu'à 4 heures du matin, mais bon voilà, ça fait son petit effet. C'est très sympa à faire, notamment pour organiser des soirées. Noces, fin de vie de, comment on appelle ça, les fins de vie de garçon, enterrement de jeune fille, enterrement de vie de jeune fille ou enterrement de vie de garçon. Thomas Jonglaise, dans les destinations qui sont très courues dans le monde, je pense par exemple à Bangkok, Bali, Amsterdam, Barcelone. Est-ce qu'on trouve encore des occasions de le découvrir, des adresses secrètes? Parce que là, on est quand même, oui, ça existe quand même, ça arrive encore. C'est tout le travail que font nos auteurs. C'est ça. Je prends un exemple. Bangkok, on a un guide sur Bangkok, insolités secrètes. Il y a 250 pages sur les secrets de la ville. D'accord. New York, il y a 500 pages. Paris, 500 pages. Ah, New York, un petit secret sur New York. Un truc à faire à New York. Venise 400 pages. Pareil, bon, etc. New York ou autre chose, ou Bali, ou Bangkok. Je pense à un truc... Non, tiens, je pense à Rome, par exemple. Rome. Il y a un truc fabuleux à Rome. Qui est pas très connu, qui est ce qu'on appelle la Villa Médicis, qui est un peu l'endroit où ils accueillent, où la France en fait accueille des artistes. C'est ça. Alors, la villa n'est pas un secret en elle-même parce que voilà, ça se visite, il y a des visites guidées, il y a des jardins sublimes. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, au sein de la Villa Médicis, qui était donc comme son nom l'indique, la villa du cardinal Médicis de l'époque, au XVIe siècle, il y a ce qu'ils appellent chambres historiques. Alors les chambres historiques, qui sont en gros des chambres qui font 50 ou 60 mètres carrés, avec des fresques au plafond du XVIe siècle, se louent au public, sont ouvertes à la location. Donc on peut dormir dans la Villa Médicis, dans une des chambres de l'ancien cardinal du XVIe siècle, avec les fresques. Moi, quand j'ai dormi là-bas, il y avait même le piano sur lequel Debussy avait composé 2 morceaux, sur le piano en question, qui était dans la chambre. Piano à queue extraordinaire de 1880. Énorme. Et c'est absolument magique, et ça, personne ne le sait. Et on arrive, ce qui est génial, c'est qu'on sort dîner et qu'on revient le soir. On a la clé, le code d'accès, etc. Donc, il y a une petite porte en bois, dans la grande porte en bois de la villa. Et là, on arrive la nuit, il n'y a personne. Et on a l'impression d'être vraiment un privilégié. Et en théorie, ça, parfois la porte vers les jardins est ouverte. Et là, on peut du coup se promener de la nuit tout seul dans les jardins. C'est absolument magique et l'impression d'être un privilégié au milieu de Rome. Et quand on rentre dans sa chambre après, on a 6 fenêtres sur Rome. C'est absolument magique.
Voilà, un exemple d'expérience qui est dans le Rome 30 expériences. Absolument. Linda Lorrain, est-ce que toi, tu as une expérience d'un voyage comme il en parle aussi bien, Thomas, qui a été magique pour toi, quelque chose que tu as vécu seul ou avec ton époux? Oui, en l'occurrence en famille. En famille, oui. En famille. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que en effet, de se plonger dans ce genre de guide de Solène et Thomas. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je plonge quand je peux traduire la langue dans les journaux locaux. Et là, en l'occurrence, il nous est arrivé un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on était sur la côte ouest des États-Unis. J'avais ouvert le canard et j'avais cru comprendre que à Gunlock, c'était la saison des rodéos et donc on s'est retrouvés, on a fait pas mal de routes. On a croisé sur notre route des Mormons, le truc improbable, au bord d'une rivière avec un coucher de soleil. Donc pas du tout dans les guides. Et puis on s'est retrouvés comme ça dans l'Amérique profonde, dans ce petit village de Gunlock où il y avait en l'occurrence une course hyper particulière qui s'appelle la Donkey Watermelon Race. Le principe, en fait, c'est qu'ils sont deux sur un âne et ils doivent rapporter une pastèque entière, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on est joueurs dans le... C'était Taylor Swift pour eux. Ah oui. Vous voyez, c'était dingue, l'ambiance. Et ça, typiquement, c'est parce que j'avais eu la curiosité de regarder le journal local que... Mais c'était un risque, Mais tu pensais que c'était du rodéo et en fait tu t'es retrouvé avec deux ânes qui avaient une pastèque. Il y avait aussi du rodéo, mais en l'occurrence c'était le plus marrant, quoi. Bah bien sûr. Et ça, typiquement, il y avait pas dans les guides traditionnels. Non. Donc, mais c'est du bol. En fait, je pense qu'il y a du lâcher prise. Thomas disait tout à l'heure être attentif, mais c'est aussi, c'est le lâcher prise aussi. Il y a un coup de bol aussi, ouais. Coup de bol, mais lâcher prise, le risque. Le coup de bol souvent arrive avec le lâcher prise. C'est ça. C'est le lâcher prise prépare à un petit coup de chance comme ça. Ça arrive souvent. Et puis ne pas avoir peur d'être déçu. Parce que c'est pas grave, on est en vacances en fait, c'est des expériences accumulées. Puis même c'est rigolo. Ouais, alors là en l'occurrence c'était très marrant. Ouais. Solène Duclos aussi, vous êtes arrivé à un truc comme ça, vous, dernièrement, en visitant un endroit que vous connaissiez bien et puis vous êtes tombé sur autre chose? Que je connaissais bien, alors pas forcément dans les Landes bien. En Haute-Vienne. En Haute-Vienne, voilà. Allons en Haute-Vienne. On n'en parle pas assez de la Haute-Vienne. J'y étais récemment et en fait, c'est un endroit où j'étais déjà passée par le passé, mais sans connaître plus que ça. En fait, donc on est tombé sur un château qui s'appelle le Vieux Château. Qui en fait est un peu, déjà le lieu est magnifique. Ensuite, il est un peu multifonction dans le sens où il accueille des artistes, il organise plein d'événements. Il y a également une partie où on peut dormir, une partie gîte. Dans quelle ville ville c'est? Alors le CA, j'ai oublié le nom de la ville. On va retrouver. Donc le Vieux Château. On va retrouver le Vieux Château, oui. Et en fait, donc j'en parle pas dans mon livre parce que ça c'est tout récent en fait. C'était avant-hier. Oui. Et en discutant en fait avec les propriétaires, ils nous ont parlé d'une chapelle. Et cette chapelle, en fait, il faut aller demander les clés en fait au musée du village. Et un musée qui est consacré à l'art naïf et donc très beau musée au demeurant. Et en fait, tu récupères la clé et tu vas voir la chapelle qui est juste à côté dans le village. On te donne les clés en fait et tu pénètres dans cette chapelle et t'as l'impression d'être le propriétaire quelque part en fait ou le locataire de la chapelle. Et la chapelle, mais je n'en dis pas plus, je ne veux absolument pas spoiler les gens qui auront la chance d'y aller parce que nous on nous avait pas dit. On nous a dit vous verrez. J'en dirai pas plus, mais elle est très surprenante et ravie en fait d'être tombée dessus. Et ça c'est finalement, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de parler avec les gens. Bien sûr. Qui permet, c'est déjà d'un peu de chercher, de débusquer, dénicher et après parler avec les locaux et voilà, on tombe sur des pépites comme ça. Très bien. Justement, ça va nous servir de transition avec vous, Thomas Jonglaise, pour parler de ces endroits désaffectés que vous affectionnez particulièrement. Et je suis tombé sur un exemple d'un de vos guides qui répertorie les anciens cinémas, les anciens palais du cinéma magnifiques aux États-Unis, qui sont complètement abandonnés, désaffectés aujourd'hui, qui sont des décors à eux, pour eux-mêmes de films. Il y en a 24. Et comment vous avez eu cette idée de sortir un guide sur ces endroits désaffectés ? Alors, en fait, on a une collection complète de livres de photos cartonnés, c'est vraiment des beaux livres de photos sur les lieux abandonnés dans le monde. Donc, on avait un bouquin sur les États-Unis, sur la France abandonnée, sur le Japon,
l'Allemagne abandonnée, l'Italie abandonnée, la Belgique abandonnée, l'Espagne abandonnée, etc., etc. Ça, c'est une thématique bien pour vous, Linda Laurin. Ça. Tout à fait, dites-le à vos amis journalistes. Non, mais il y a même il y a des photographes qui ne font que ça, justement, mais ça a un nom particulier. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ? Urbex, bien sûr, je suis bête. Ouais. Et comme en fait ces bouquins, on les fait nous en 5 langues à chaque fois, donc on les traduit en anglais, on les traduit en italien, en allemand, en espagnol. Donc en anglais, un jour je reçois un mail d'un lecteur qui me dit « Ah, j'adore votre bouquin Abandon America, mais moi je suis spécialisé sur les cinémas abandonnés aux États-Unis, c'est mon sujet. Je ne fais que ça, j'habite là-bas, il est américain, et j'ai tout un tas de stocks de photos sur le sujet. Est-ce qu'on ferait pas un bouquin ?» Et je lui dis « envoie-moi un échantillon de tes photos. » Les photos étaient sublimes. Donc je dis banco, on fait le bouquin. Et en fait, la plupart des cinémas, effectivement, alors c'est vraiment tous les États-Unis, hein, c'est pas que la côte Est. Dans l'Arkansas, ça peut être l'Alabama, ça peut être la Californie, ça peut être etc. Ce sont la plupart du temps des cinémas des années 30, Art déco. Alors, c'était la grande époque du cinéma. Hein. Là, on construisait des salles de spectacle. Des palais. C'était des palais du cinéma. Ça faisait 4-5 000 places. Il y avait des fresques, il y avait des peintures, il y avait des moulages, des stucs dans tous les sens. Et c'était un grand balcon de 2000 places. En dessous, il y avait 3000 places. Voilà. Bon, en fait, avec le temps... Il est génial, ce guide. On va marquer une pause, Thomas, parce qu'il faut qu'on s'arrête 2 minutes, mais on va revenir ensemble pour parler de ça dans quelques instants pour le dernier quart d'heure de La France à découvrir, le monde à découvrir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nos invités aujourd'hui pour parler de ce voyage que l'on souhaite vivre différemment, c'est Linda Laurin qui est avec nous, présentatrice d'Invitation au voyage sur Arte, émission quotidienne depuis 7 ans déjà, bon d'accord, avec des sujets... Vous êtes tellement jaloux. C'est un peu ça. Linda Laurin est avec nous, Solène Duclos également, journaliste rédactrice spécialisée dans le voyage, auteur d'un blog solcito.fr et de 200 escapades et activités insolites à faire en famille, et Thomas Jonglez avec qui on discutait juste avant la pause, qui est éditeur de voyage et qui nous parlait de ce recueil de photos magnifiques sur les palaces, sur les palais du cinéma désaffectés aux États-Unis. Il y en a à peu près partout sur le territoire. Il y en a 24 qui sont répertoriés et ça vous a permis de faire un ouvrage absolument somptueux là-dessus. Donc cinéma abandonné aux USA, effectivement, donc c'est les 24 plus beaux cinémas abandonnés des États-Unis, donc sous une architecture spectaculaire, comme on disait, à peu près 4-5 000 places en moyenne. Et puis en fait, avec l'avènement de la télévision, puis d'Internet, puis etc., de Netflix, effectivement, les cinémas ont été progressivement abandonnés. Les gens allaient moins au cinéma, vont moins au cinéma. Donc les salles ont été abandonnées. Certaines sont encore abandonnées, certaines ont été retapées. Mais voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a repris une partie de ces cinémas dans un bouquin qu'on publie en octobre, qui va s'appeler l'Atlas des lieux abandonnés, donc dans le monde. Donc pour le coup, on aura quelques lieux aux États-Unis, quelques lieux en France, quelques lieux un peu partout. Et ça me fait penser, il m'est arrivé une histoire quand j'habitais au Brésil, parce que j'avais habité 7 ans à Rio. Et alors Venise, vous avez habité partout, Thomas? 3-4 endroits sympathiques, Venise, Berlin, Rio, etc. Ouais. Et donc... j'entends parler par un ami journaliste d'un endroit absolument extraordinaire au fin fond de l'Amazonie. À l'époque du boom des caoutchoucs, Henry Ford des voitures, s'est dit, tiens, pour mes pneus, je vais arrêter d'acheter mon caoutchouc à droite à gauche, je vais moi-même planter des EVA en Amazonie, je vais acheter des milliers d'hectares et je vais construire une ville et je vais commencer la production de caoutchouc. Et donc, il a racheté des milliers d'hectares en plein cœur de l'Amazonie, créé des villes, etc., etc. Il y avait des ingénieurs américains, il y avait la villa du directeur, etc. Sauf qu'il a fait une petite erreur. Ils ont planté les EVA les uns à côté des autres. Et en fait, à l'état naturel, les EVA ne poussent pas tout seuls. Avec les EVA les uns à côté des autres. Il faut une diversité de plantes et d'arbres pour que les EVA poussent correctement. S'il y a que des EVA, ils vont se pourrir les uns les autres et ils ne poussent pas. Donc, la tentative a été un échec complet et la ville a été abandonnée. Donc, la ville s'appelle Fordlandia, donc le pays de Ford. Donc, c'est une ville brésilienne qui existe. Il y avait à l'époque 25 000 habitants. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a 50 ou 100. Et on se promène en pleine Amazonie, au bord du fleuve, avec des vestiges des usines, des entrepôts géants, des maisons des directeurs, des piscines abandonnées. C'est énorme. Hors du temps. Et je suis allé là-bas et effectivement, j'ai fait des photos. Donc, ce sera dans l'Atlas des lieux abandonnés. Et Linda Laurin vous écoute avec attention parce qu'elle va vous piquer le sujet. Moi, je note tout depuis tout à l'heure. Elle va dire à ses équipes. Hors antenne, je demanderai l'adresse précise pour le marais. Il y a plein de trucs. Et pour Solène aussi, j'ai noté plein de choses. Non, mais c'est énorme. Oui, parce que Solène va nous dire où est-ce qu'on peut faire du segway dans les vignes, là, maintenant.
Alors, en centre Val-de-Loire, donc en fait, alors déjà, est-ce que vous Le connaissez Segway, le Segway? est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le Segway autour de cette C'est un table? peu C'est le machin à roulette, là. C'est le machin à roulette, comme dit Ouais, Linda Laurent. Voilà. ça ressemble un peu à une trottinette. Alors, il faut un petit moment pour le prendre en main. C'est électrique. Ouais, et en fait, bon, moi j'ai mis un petit moment, quoi. C'était assez drôle. Hein, Oui, il y a un point, moment d'équilibre à trouver à un moment donné. Il y a un point d'équilibre à trouver, et après c'est super sympa. Donc c'est le domaine d'Amiro qui organise ça, le Clos des Carterons. Et en fait, donc, après ce petit moment de prise en main, tu te balades dans les vignes. Et moi, du coup, qui suis bordelaise, qui a l'habitude quand même de m'y balader régulièrement, je suis assez fan en fait de ces manières insolites, atypiques de les découvrir. Et pas seulement juste de faire une visite, voilà, on va dire classique, même si c'est déjà très sympa. J'aime bien pouvoir m'y balader en fait tout simplement. Et là, donc outre cette expérience, il y a plein d'autres activités qui sont organisées. Alors pas par ce domaine-là, mais qui sont organisées par d'autres châteaux en France. Tu peux par exemple faire du yoga dans des châteaux. Il y en a beaucoup qui organisent des escape games, pardon, c'est dur à dire également. Donc toute cette manière-là permet d'appréhender le vignoble différemment et de le rendre ludique aussi, même par rapport aux enfants, en fait, qui sont pas forcément très friands de savoir comment on fait du vin, toute la partie vinification. Et là, ça rend la chose ludique et ça peut justement intéresser les ados, etc. D'accord. Voilà. Linda Laurent, quand on regarde l'émission, est-ce que le public allemand, qui est plus voyageur que le public français, est plus sensible? Il y a plus d'audience sur Arte du côté allemand ou français? Non, c'est pareil? Non, en fait, Arte en Allemagne n'est pas une chaîne qui fait beaucoup d'audience. Donc moins qu'en France. Moins qu'en France. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que donc si l'allemand est moins culturel. Chiffres, non, disons qu'ils ont d'autres chaînes qui font déjà le job. J'imagine que c'est ça. Donc c'est vrai qu'en France on marche plutôt très bien. Mais en Allemagne, c'est vrai que par rapport à d'autres programmes de la chaîne, il semblerait que, parce que ça fait toujours très très prétentieux de le dire comme ça, mais il semblerait que que les Allemands aient une véritable affection pour l'émission aussi. D'accord. Donc, mais je ne sais pas s'il y a une différence entre le public allemand et le public français. Parce qu'on fait assez l'unanimité, en tout cas. Très bien. Thomas Jonglaise, éditeur de la collection des guides du voyage secrets et insolites. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on peut voyager, même si on a un petit budget, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à se débrouiller, à voyager. Comme vous le disiez, pour Rome, on arrive toujours à trouver un endroit où on peut aller après les grandes visites. Il y a toujours des petits trucs et astuces que vous donnez pour voyager, pas forcément avec un budget énorme. Il y a même surtout beaucoup de choses qui se font gratuitement, extraordinaires. Dans nos deux collections, la collection Insolite et Secret ou la collection 30 Expériences, je dirais quasiment la moitié des choses qu'on propose sont gratuites. D'accord. Donc ça, c'est une façon aussi de voyager maligne. Et puis, non seulement c'est gratuit, et puis surtout, comme c'est insolite ou secret, ou bref, en dehors des sentiers battus, ça veut dire que même dans une ville hyper touristique comme Paris, Venise, Barcelone, ou etc., on va réussir à aller dans des endroits où il n'y a personne. C'est comme ça aussi l'intérêt. Il y a de plus en plus de touristes partout. Donc nous aussi, c'est ça qu'on essaie de proposer aux gens. C'est, ok, vous allez à Barcelone, Paris, Venise, New York, vous voulez échapper aux foules, c'est possible. C'est possible. Et il y a vraiment beaucoup d'endroits secrets, sublimes, particulièrement intéressants, où il n'y a pas de touristes parce que les gens ne connaissent pas. Absolument. J'ai une question quand même, Thomas, si je peux me permettre, bien Christophe. Sûr, vu les délais de fabrication qui sont en effet très compréhensibles, mais assez longs, de 5 ans, de vos guides, est-ce que vous n'avez pas peur d'être rattrapé par les Instagrammeurs qui peuvent, par exemple, tomber sur un lieu et dès qu'il y a un hashtag, il y a une flopée de touristes qui vont envahir le lieu et qui vont finalement, malheureusement, le pourrir. Est-ce que vous avez peur de ça? Ouais, exactement. Alors, ça nous arrive. C'est pour ça qu'on remet à jour quand même les guides tous les 2 ans à peu près, dans les insolités secrets, et sur les 30 expériences tous les ans. Parce que l'insolité secret est plutôt patrimoine, donc ça bouge un peu moins. Mais effectivement, si tout d'un coup un blogueur se dit, tiens, j'ai découvert le lieu dans mon guide, enfin grâce au guide, et il a 2 millions de followers, il en parle, le lieu est ruiné, on l'élimine de l'édition d'après. D'accord. Donc c'est quand même votre grande concurrence, c'est la technologie Instagram aujourd'hui. En fait, on n'a pas vraiment de concurrent puisque c'est tellement compliqué à faire ce qu'on fait. Créer un réseau d'auteurs dans le monde entier, dans 70 villes différentes, dont on parle la langue et qui sont fiables. Parce que je prends l'exemple de New York. Moi, j'ai eu 15 ou 20 auteurs qui ont tenté de faire le guide pour moi, pour le New York Insolite et Secret, qui m'ont contacté pour me dire, tiens, j'habite New York, je ferais bien le guide. Ça collait pas. Soit ils écrivaient pas bien, soit ils étaient pas assez curieux, soit ils calaient pas. Ils n'avaient pas le temps. Bref. C'est du boulot.
Et donc, trouver un auteur compétent, curieux, avec une ouverture à 360 degrés, qui va pas parler que des mêmes choses, c'est difficile. Donc, ça prend du temps de créer un réseau d'auteurs compétents dans toutes les villes du monde. Donc, on ira voir. Votre adresse de site internet, c'est quoi, Thomas ? éditionjonglaise.com. D'accord, on ira voir de plus en plus pour s'inspirer et pour nos voyages. L'émission va bientôt se terminer. Solène, on est en automne bientôt, c'est septembre, octobre. Donnez-nous un petit conseil de voyage en France. Et puis la même question pour Thomas et pour Linda. Moi, je conseillerais de venir dans ma belle région de la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? Parce que là, cet été, évidemment, chaque été, elle est prise d'assaut. Et en fait, dès qu'on passe, alors déjà le 15 août, ça commence à aller mieux. Et là, quand après on commence à rentrer hors saison, c'est du bonheur en fait, parce que les plages sont déjà immenses, interminables, elles sont vides. En Aquitaine, c'est vraiment agréable. Comment ? En Aquitaine, donc se baigner dans du vin et faire du segway dans des vignes. Voilà, c'est un peu le thème à l'Aquitaine. Et puis j'aurais aussi envie de conseiller la Normandie, avec notamment des petites villes comme Giverny, qui l'ancien repère des impressionnistes de Monet, qui est une merveille à découvrir hors saison en fait. Alors forcément il n'y a pas autant de fleurs qu'au printemps, mais l'atmosphère en fait de l'automne est absolument magnifique et magique en fait. Donc je conseille de s'y rendre, même s'il y a quelques adresses fermées, on est seul au monde. Et tu parlais justement tout à l'heure des endroits pour les amoureux, là c'en est un. Un bel exemple. Pour l'amour et pour l'automne. Thomas Jonglaise, éditeur de voyage. Alors vous nous connaissez, vous avez 30 secondes, Thomas. 30 secondes. Alors la semaine dernière, j'étais en Corse, où j'ai découvert un endroit magique que je recommande absolument d'aller voir en septembre-octobre, ou même toute l'année, le lac de Vitalaca, qui est très peu connu, à côté de Bastelica. C'est à côté des Pozzi, ce qu'ils appellent les fameux plaines d'altitude avec tous les petits lacs. Et en fait, quand on arrive là, on marche 1 heure de plus et on arrive dans probablement le plus beau lac et le plus secret de toute la Corse, le lac de Vitalaca, qui est un bijou. C'est un endroit où on a l'impression d'être au paradis. D'accord. Ceinturé par les montagnes, les petites vaches qui paissent devant le lac. Parfait. Personne n'y va jamais. Génial. Voilà. Rappelez le nom du lac ? Vitalaca. Super Thomas, merci, bravo, et très bon tuyau. Linda, la barre est passée haut. Hein. Ouais, je peux pas lutter. Non. Je peux pas lutter, donc je vais faire du pas forcément insolite, mais quand même très agréable, les ortillonnages d'Amiens. Ah, très bien. Et je dirais le musée Bourdelle, parce que je suis parisienne et je l'avais jamais visité ce musée. Il y a personne. C'est un petit jardin à l'intérieur de Paris, dans le quartier Montparnasse. Il est absolument merveilleux, ce petit musée. Et on peut se bécoter sur les bancs publics comme dans les jardins du Marais. Vous faites ce que vous voulez dans le jardin du musée Bourdelle. Merci à tous d'avoir participé à cette émission pour parler de cette forme de voyage qu'on défend ici dans l'émission. Le voyage différent, émotionnel, authentique. En parlant aux habitants, en le préparant un petit peu et en allant pousser des portes. Bref, en se montrant curieux. Merci Linda Laurin, merci Thomas Jonglaise et merci Solène Duclos. À bientôt dans cette émission La France à découvrir, à dimanche prochain. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel.